Ouais, Parce que, franchement, parce que il faut être courageux pour faire une conférence au mois de juillet. ah bah oui, bah, si, parce que c'est juste la nutriécologie et le pain, sinon on ne la fait pas. D'accord, bon, très bien. Est-ce que je Enfin, suis bien visible sur l'écran là? ouais, juste un peu basse la caméra et c'est bon. Comment? Comme ça, on te voit mieux. Comme ça là? Voilà, super, nickel. On Bon, est bon. d'accord. Bon, il y a pas mal de Bon, monde, alors donc merci à tous d'être là. Donc, alors, j'essaierai d'activer le chat en même temps pour qu'on puisse activer le chat. Alors, vous avez quand même les questions-réponses. Alors, moi, je peux oui, vous envoyer donc des messages et oui, j'essaierai de noter les éléments que Christian nous fait part. Donc, on avait un petit squelette que j'ai pu noter avec Christian. Donc, j'ai partagé un peu sur les réseaux sociaux ben, tout ce que tu as fait, un peu tes deux livres, etc. oui. On a Anthony Fardet qui est présent aussi, qui me donne des astuces mécaniques pour le Zoom aussi. Donc, on va peut-être commencer, Christian, si tu veux te présenter. Alors, pour moi, j'ai connu Christian avec la nutriécologie, alors surtout le pain et la nutriécologie. Et j'ai connu aussi via Anthony Fardet, parce que je crois que le premier, donc c'était Anthony Fardet qui avait préfacé, je crois, il me semble, ton livre, si je crois bien. Et, Et donc, du coup, j'ai connu par rapport à ça et on est beaucoup, nous, dans la partie environnementale, etc. Et lié la nutrition et l'environnement, le respect de l'environnement. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser sans environnement avec une nutrition qui est vraiment, j'allais dire, adaptée à l'humain parce qu'il y a beaucoup de choses, on va le voir avec le gluten, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais qui sont peut-être forcément peut-être fausses. Et donc, je pense que le livre, moi, qui m'a marqué, c'est vraiment Nutri-écologie, pas trop le pain. C'est peut-être en second état le pain. Et comme avait dit Christian, il est sorti pendant le Covid le livre sur la nutri-écologie. Et donc, il me semblait important de faire de la prévention. Alors, vous avez vu avec Dr Lorgeril, vous avez pu avoir avec Dr Lorgeril où il y avait vraiment de la prévention au niveau santé. Alors, les termes, par exemple, que j'ai entendus sur Anthony Fardet sont très proches aussi de ce que tu dis. Et donc, peut-être je vais te laisser te présenter pour dire un peu voilà, ce que tu as fait, etc. Et comment tu en es venu à donc, ce terme de nutri-écologie et pourquoi faire un livre sur le pain quelques années après. D'accord. Donc, je suis un ancien un ancien directeur de recherche à l'INRA. J'ai eu un parcours atypique parce que je me suis depuis le début de ma carrière, je me suis intéressé essentiellement au potentiel santé des produits végétaux. Donc, j'ai participé à la conception de la campagne sur les fruits et légumes, sur les 5 fruits et légumes par jour. J'ai effectivement été très actif en matière de pain. Et puis, voilà, j'ai traîné avec moi mes origines paysannes, à savoir que euh, j'ai eu une enfance très, j'allais dire, de notre monde, une enfance rurale, une famille nombreuse où on vivait, où toute l'activité familiale était autour de la production de nourriture, donc en fonction des saisons, en fonction des contraintes diverses. Et donc, comme j'étais fils de famille nombreuse, la seule solution qui me- qui s'offrait à moi, c'était soit l'armée, soit l'Église, soit l'éducation nationale ou la science. Enfin bon, je me suis débrouillé pour que ce soit la science. J'ai été intéressé par l'agronomie et l'alimentation, donc j'ai été dans cette voie. Et évidemment, dans ce que j'apprenais, je n'avais aucune réponse sur ma vie ancienne, sur le pourquoi des choses, le pourquoi des fruits et légumes, le pourquoi du pain, le pourquoi il est important de consommer certains aliments. Donc, c'était vers les années 70, c'était dans un brouillard très épais. Et j'ai eu la chance de démarrer très tôt mes recherches par l'étude des fibres alimentaires. Et sachant qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'importance du microbiote intestinal, et ça m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et donc, j'ai continué sur cette voie et, en faisant des recherches très fructueuses et originales sur le sujet. Et puis aussi, bon, ça m'a
je veux dire, je me suis toujours posé des questions. Je me suis posé des questions après les années glorieuses, après les années 70, on a vu se développer l'obésité, on a vu se développer les transformations alimentaires, on a vu des choses bizarres qui arrivaient. Donc, j'ai essayé de comprendre tout cela. J'ai écrit des petits bouquins sur alimentation et santé. À l'époque, quasiment le corps médical se moquait vraiment de la prévention. Ce n'était pas pris au sérieux. Voilà. Or, on sait à quel point la prévention est extrêmement importante en matière de santé. Donc, ça m'a permis de faire un cheminement, d'être à la fois crédible sur le plan scientifique et crédible sur le plan de la vulgarisation. Donc, j'écris beaucoup d'ouvrages, en particulier sur ce que nous devrions manger demain, également sur le concept d'alimentation durable. J'organisais des universités d'été de nutrition, donc ça m'a permis d'être très actif. Bon, j'ai mené de front une carrière de scientifique et en même temps, j'ai fait beaucoup de vulgarisation. Voilà. Donc, brièvement, c'est mon parcours et c'est vrai que je n'aurais pas fait un tel parcours si, dans mon enfance, je n'avais pas été imprégné d'un mode de vie qui n'avait rien à voir avec ce que je voyais ensuite autour de moi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prévention. Tu as fait ces petites tribunes sur la qualité du pain, sur les légumineuses, etc. Et je n'ai pas cessé toute ma oui, c'est vie. ça, oui. J'ai fait de la vulgarisation à la fois sur des problèmes de santé publique, sur des problèmes spécifiques concernant les aliments. Voilà. Donc, je ne sais pas, la question c'est comment je suis arrivé à la nutri-écologie. Oui, ou comment tu as Oui, abordé? Parce que tu as la casquette d'un chercheur et la casquette aussi pratique voilà. d'un paysan. C'est assez simple. On va dire que j'ai tâtonné. Pendant longtemps, je pensais que de persuader nos contemporains qu'il fallait faire des bons choix alimentaires, donc de la nutrition préventive, c'était suffisant. Puis je me suis rendu compte que finalement, si en amont ça ne marchait pas, ça ne serait pas efficace. Donc, j'ai essayé de concevoir ce que pourrait être une alimentation durable. Donc, c'est un livre qui est paru en 2003 chez Olivier Jacob, non, en 2010 chez Olivier Jacob, l'alimentation durable pour la santé de l'homme et de la planète. Bien, mais ce concept d'alimentation durable, c'est comme le développement durable, c'est un peu, comment dire, on en a abusé et je n'ai pas obtenu en quelque sorte le résultat escompté. Pourtant, effectivement, le livre est assez complet sur le sujet. On va dire que l'alimentation durable est rentrée un peu dans les mœurs, mais ça ne me paraît pas suffisamment démonstratif et suffisamment parlant. Donc, au fur et à mesure qu'on s'est inquiété du réchauffement climatique, de l'érosion de la biodiversité, il m'a semblé qu'il devenait enfin indispensable de lier l'acte alimentaire à, à, la, à la protection de la santé et à la préservation de l'environnement. Donc j'ai essayé de concevoir un mot, ça a été tout simple, c'est le mot nutri-écologie. Alors, il faut comprendre que l'agroécologie est passée dans le langage courant. Et c'est très important de pouvoir nommer quelque chose. L'agroécologie, ce sont les systèmes alimentaires qui sont adéquats pour la préservation de l'amélioration de la vie microbienne des sols et puis la préservation de la biodiversité de l'environnement. Et j'ai pensé que l'agroécologie, ça reste quand même, j'allais dire, au ras du sol, au niveau du terrain, et qu'il fallait aller plus loin puisque l'homme est concerné directement par les choix alimentaires. Il fallait que ces choix alimentaires soient à la fois bons pour lui
et bon pour la planète. Et donc, ce terme nutri-écologie m'a paru absolument signifiant. Et mon vœu le plus cher, j'espère que tu vas m'aider à cela, c'est que la nutri-écologie rentre réellement dans le langage courant. Oui. Parce que c'est un questionnement auquel tout le monde est confronté. Manger nous engage, et donc il faut savoir à quoi ça nous engage. Donc c'est très important. Et jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On a bio ou pas bio. C'est vrai. Le bio, c'est absence de pesticides, Oui. absence d'intrants chimiques, mais ça ne nous dit pas comment il faut manger et ça ne nous dit pas ce qu'il faut manger pour lutter contre le réchauffement climatique, empêcher l'érosion de la biodiversité. Donc, l'idée, c'est réellement de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire trouver les meilleurs modes alimentaires à la fois pour l'homme et pour la planète. En fait, tu t'es battu pour que ça soit instauré en instance publique, dans les écoles, dans les enseignements supérieurs. Parce que comme tu dis, on a résumé simplement que le bio, mais ce n'est pas ça, en fait, la nutrition. Voilà, et donc on a besoin qu'il y ait un discours, que ce soit décliné par tous les acteurs, les diététiciens, les médecins, les agronomes, que tout le monde puisse se rattacher à un concept, un fil directeur qui est indispensable. Ce fil directeur indispensable, c'est celui de la nutri-écologie. Moi, je veux bien accepter un terme plus signifiant. Je suis pas, c'est un mot qui va mieux que la nutri-écologie, qu'on le prenne. Mais travaillons, il nous faut un fil directeur qui nous aide qui aide chacun des acteurs ainsi que les consommateurs à avoir un bon comportement. En plus, tu t'es battu contre les calories vides. Tu t'es battu pour la vraie alimentation. Et je crois que tu avais sorti, il me semble, hein, je l'avais vu en bibliothèque, un livre en 88, non, sur les calories. Et, Oui. Donc, et effectivement, sur la phrase, les 5 fruits et légumes par jour, que ça venait de toi et que… En fait, oui, c'est ton travail de recherche qui a fait ça, quoi. oui, voilà, c'est ça. Bon, avec le recul, je suis assez impressionné j'allais dire, de ce que j'ai pu répandre, mais malgré tout, je suis resté, on va dire, c'est sans doute mes origines paysannes, je suis resté relativement caché. Caché, bon voilà, parce que je n'étais pas à Paris, parce que je n'étais pas sur la place parisienne, parce que ceci, parce que cela. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir traiter le fond du sujet. Alors, en ce qui concerne les calories, c'est vrai que j'étais tellement terrorisé par la direction de l'INRA que je n'ai pas osé appeler le petit opuscule de chez Flammarion, Domino, je n'ai pas osé appeler ça les calories vides, j'ai appelé ça les bonnes calories pour dire qu'est-ce que c'est qui était des bonnes calories plutôt que des mauvaises calories, plutôt que les calories vides. Voilà. Si c'était à refaire, j'aurais intitulé cet opuscule par son vrai nom, par le nom le plus marquant qui aurait été les calories vides. Il faut savoir que pendant très longtemps, l'INRA était réellement au service de l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'était le pétrole vert de la France et tout était fait pour aller dans le sens de l'industrialisation de l'alimentation. Juste, c'est un sens que j'ai vu dans tes livres et après j'ai vu des vidéos aussi. Tu tombes jamais dans certains extrêmes de l'alimentation. C'est toujours, tu vois, tu t'es battu pour la chaîne alimentaire, donc de la production même jusqu'à l'assiette. Oui, Et toutes les étapes, en fait. Et tu as combattu l'industrialisation, tu as combattu tout ce qui s'est passé tout au long de la chaîne, avec les pesticides, l'engrais, l'élevage hors sol, etc., jusqu'à l'assiette. Tu t'es pas arrêté sur une alimentation qui est juste terminale avec, comme tu dis, le bio, le sans pesticides. Non, tu étais vraiment allé de la base aux préparations industrielles, etc. oui, parce que les nutritionnistes, enfin, bon, il y a plusieurs sortes de nutritionnistes. Les nutritionnistes qui ont un cabinet en ville, et puis les chercheurs qui travaillent en nutrition. Moi, je ne suis pas nutritionniste
Je ne suis pas médecin, je suis chercheur en alimentation humaine. Et donc, beaucoup d'activités de recherche en nutrition humaine se sont réduites, se sont focalisées sur l'intérêt des nutriments, des micronutriments. Autrement dit, on a découpé le discours alimentaire en morceaux. Pourquoi fallait-il manger des produits laitiers à cause du calcium? Pourquoi il fallait consommer des fibres alimentaires? Donc l'alimentation, ce n'était plus des aliments, ce n'était plus un mode alimentaire, ce n'était plus le cheminement d'un aliment du champ jusqu'à l'assiette, c'était des nutriments, des micronutriments, des minéraux qu'il fallait ingérer pour être en bonne santé. Donc c'est ce qu'on appelle le nutrionisme, et ce nutrionisme, il était censé régler tous les problèmes, empêcher les problèmes de carence, prévenir l'obésité, ainsi de suite. Sauf que ça a été un échec absolument fantastique, extraordinaire. L'alimentation ne se résume pas à la somme d'un certain nombre d'éléments qui la composent. L'alimentation, c'est une globalité, c'est un mode alimentaire. Chaque aliment est complexe, un régime est lui-même complexe, et l'histoire des aliments qui sont dans notre assiette est également très complexe. Et leur parcours est très important. Il est compréhensible que des produits laitiers qui sont issus d'élevages très intensifs avec des animaux qui sont quasiment presque malades ne puissent pas avoir les mêmes effets que des produits laitiers qui viennent d'une vache qui broute tranquillement de l'herbe verte. Donc, c'est pas du tout. Et donc, c'est comme si on oubliait toute la complexité de la chaîne alimentaire pour essayer de la réduire avec quelques slogans, j'allais dire, simplistes. Voilà. Donc ça ne marche pas. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que l'alimentation, on ne peut pas la réduire à quelques recommandations. Il faut réellement la maîtriser voilà, de l'agriculture tout au long de la chaîne alimentaire. Je vais donner un exemple. Alors, il faut lire le livre sur la nutricologie de Christian, sur le seul avenir possible, sur le seul futur possible. Et il y a un exemple notamment sur le régime méditerranéen, parce que tu en parles dans le bouquin. Et le régime méditerranéen. Ah oui. Alors, j'ai une question. Parce que c'est vrai que la vision, elle est vraiment plutôt holistique. Et par exemple, dans le régime méditerranéen, on parle beaucoup de l'huile d'olive comme étant l'huile la plus consommée, en fait. Et tu dis aussi, en fait, qu'à force de faire ça, on a fait un obscurantisme que sur l'huile d'olive. On a fait, en fait, que de la monoculture de l'olivier. Et on a oublié, en fait, qui était local. Oui, absolument. Et on a pris un produit magique, extrêmement intéressant, tel que l'huile d'olive, qui existe depuis la nuit des temps. D'ailleurs, je fais juste une remarque, si l'huile d'olive est consommée vierge. Pour les autres huiles, l'industrie a inventé le raffinage. Heureusement que l'huile d'olive existe pour nous enseigner qu'une huile doit être consommée de façon vierge. C'est une parenthèse. Effectivement, l'huile d'olive, elle est extra, elle est bonne, ainsi de suite. Mais si tout le monde veut consommer de l'huile d'olive, or les oliviers ne poussent que dans le pourtour du bassin méditerranéen ou bien en Floride, ce n'est pas, on ne va pas y arriver. Or, il faut avoir des bonnes matières grasses pour toutes les populations du monde. Et c'est pour ça qu'il faut adapter les cultures oléagineuses en fonction des climats, en fonction des régions où on habite. Par exemple, en Ukraine, on va pouvoir faire du tournesol et du colza. Et donc, avec ça, on peut bien nourrir les populations. Mais on a eu la tendance de vouloir utiliser, c'est presque une prédation, de vouloir utiliser ce qui était intéressant dans un régime méditerranéen pour le transporter à Paris, à Londres, ainsi de suite. Pour cela,
pour l'accaparer. Non, les populations grecques, italiennes avaient la chance de bénéficier de l'huile d'olive. Laissons la leur. On n'est pas obligé de prendre ce qu'il y a de meilleur chez eux. Il faut essayer de trouver le meilleur dans son environnement. En fait, c'est une sorte de, comme tu l'as employé, de nutritionnisme. Qu'est-ce que tu peux dire sur Grégory Scrigny, sur le nutritionnisme, sur le fait en fait, de se concentrer sur un seul Oui, aliment, un seul produit, quoi, un seul oui, élément d'un régime, comme tu dis. Peut-être que dans le Nord, on n'a pas, en Auvergne, on va peut-être manger du Saint-Nectaire et pas forcément de l'huile d'olive. oui. Pardon, la question que… La question, c'est sur le nutritionnisme, sur le fait de Oui, voir, en fait, aujourd'hui, la nutri-écologie, comme tu le dis, elle devrait être présente dans les recommandations officielles, comme dans le PNNS, comme au lieu de mettre nutrition. Pourquoi il n'y a pas cette avancée dans cette partie-là sur la partie globale, comme tu dis, de l'alimentation? je ne pense pas, enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je comprends très bien ta question, mais je n'ai pas compris pourquoi on ne changeait pas de logiciel dans Oui, l'approche de l'alimentation. c'est Je n'ai pas ça. encore compris. Je crois que ça vient premièrement de l'inertie des écoles de nutrition euh, et également ça vient aussi de, de l'intérêt, enfin, des intérêts de l'industrie agroalimentaire. Et c'est comme si on avait peur d'être, j'allais dire, d'avoir le mode alimentaire le plus original, le plus adapté. Comme si on ne nous incitait pas à nous adapter aux conditions de vie, aux conditions environnantes pour le meilleur. Non, il faut que tout le monde ait les mêmes aliments standardisés. Par exemple, les fruits et légumes sont standardisés toute l'année dans les supermarchés. On trouve quasiment, absolument les mêmes fruits et légumes avec les mêmes caractéristiques. Ça n'a aucun sens. Donc, je ne sais pas pourquoi on a perdu totalement nos racines paysannes et qu'on a oublié que selon les saisons, la nature des légumes, des aliments disponibles change et qu'il faut toujours essayer de trouver le meilleur possible pour une saison donnée, pour une localité donnée. Voilà. Et donc, on peut avoir une alimentation naturelle et que le respect de cette naturalité, c'est ce qui convient le plus à l'homme. Merci Christian sur ça. Je vais reprendre un peu les phrases, plutôt sur la partie agroécologie. Oui, Est-ce qu'il y a une différence entre l'agroécologie et ce que tu prônes? L'agroécologie, elle est rentrée quand même un petit peu dans les mœurs, dans les recommandations un petit peu. oui. Et, et- Qu'est-ce que la nutriécologie va apporter à l'agroécologie? exactement. C'est-à-dire que l'agroécologie n'a jamais voulu se mêler de santé humaine. Donc, il s'agissait d'assurer la santé, ce qui est déjà beaucoup, du territoire, la santé du système alimentaire dans lequel travaillait l'agriculteur, la pérennité de la ferme dans laquelle travaille l'agriculteur. C'est très important. Mais ça ne dit pas ce que l'agriculture doit produire pour que la population soit en bonne santé. Et donc, il fallait intégrer en amont les recommandations. Il fallait que les recommandations dépassent le terrain pour aller aux consommateurs. Bien sûr. Donc, la nutriécologie, c'est cela. Par ailleurs, l'agroécologie n'avait pas jusqu'ici quantifié les effets des modes alimentaires sur le réchauffement climatique. Pour l'agroécologie, par exemple, c'est très bien d'avoir des productions animales, Oui. parce que les productions animales, ça donne beaucoup de fumier, beaucoup de matière organique, et donc ça, c'est favorable pour la fertilité des sols. Mais si on regarde la nutriécologie, on se rend compte que consommer trop de produits animaux, c'est catastrophique, parce que c'est responsable de 15%
des émissions de gaz à effet de serre. Donc, la nutri-écologie se soucie de la globalité, à la fois des effets de la santé sur l'homme, des effets sur les émissions de gaz à effet de serre et des effets sur la biodiversité. J'aime bien le terme éco-végétarien. Oui, alors justement, pour Ça revient signifier sur ça. cette affaire-là, j'ai essayé de faire la promotion du terme éco-végétarien. Oui. Alors, actuellement, bon, on est végétarien lorsqu'on ne consomme pas de produits animaux, c'est-à-dire de viande, pardon. Mais on peut consommer du lait, des œufs, du poisson éventuellement. Donc, et certains ont trouvé que c'était un petit peu contraignant et ils ont inventé le flexitarisme. Oui. C'est-à-dire que de temps en temps, ils se donnent le droit, ils sont végétariens, mais de temps en temps, ils se donnent le droit de consommer un peu de viande, ce qui est très raisonnable. Mais donc en soi, ce n'est pas très, très signifiant. Je trouve que de revendiquer un comportement éco-végétarien est beaucoup plus valable, beaucoup plus instructif, parce que on dit, voilà, j'ai une alimentation qui est largement, enfin, à 90% ou 95% ou 85% d'origine végétale, je la revendique et je revendique aussi, parce que c'est ma culture, parce que j'aurais du mal à faire sans ça, je revendique aussi le fait de consommer un peu de produits animaux. Voilà, donc ça revendique, je veux dire, le caractère végétarien d'un comportement alimentaire et en même temps, je veux dire, la revendication écologique, parce que le fait d'élever, je veux dire, des animaux en quantité raisonnable est tout à fait compatible avec une agriculture durable. Par contre, dès qu'on augmente la part des calories d'origine animale, on tombe immédiatement dans les élevages intensifs, concentrationnaires, et également, on augmente terriblement la proportion des gaz à effet de serre. Actuellement, on aurait par exemple, le problème est très aigu, on aurait besoin de pouvoir produire davantage d'agrocarburants, au sens global du terme. Mais si on le fait sans baisser les productions animales, on va avoir des problèmes de disponibilité de territoire. Donc, la seule réserve que l'on ait pour éventuellement développer d'autres cultures, c'est de baisser, de moins donner des céréales ou du tourteau de soja aux animaux pour réserver certains territoires, certaines parties des fermes à la culture de plantes pour l'énergie. L'alimentation des… Alors, juste, je fais une bifurcation. Tu dis même que les magasins bio, en fait, ils rejoignent un peu les grandes enseignes parce qu'ils mettent en avant beaucoup d'aliments transformés. Ils se disent bio, mais il y a beaucoup d'aliments transformés qui sont présents, qui sont présents dans les magasins bio. Donc, tu dis que tu donnes même des conseils pour les magasins à modifier le comportement alimentaire. Et est-ce que l'aparté, c'est ce que la règle des 3V d'Anthony Fardet, parce qu'elle rejoint sur les 15% de produits animaux et le reste en végétaux, elle est par exemple, au régime méditerranéen, elle est bien supérieure, parce que le régime méditerranéen apporte, comme tu dis, une vision un peu plus réductionniste, parce que c'est centré que sur le régime méditerranéen, donc ça voudrait dire que des imites font sur le régime méditerranéen. Mais la règle des 3V, par exemple, d'Anthony Fardet, quel est ton avis dessus? Quel est ton avis dessus? Il faut universaliser le régime méditerranéen, c'est-à-dire, grosso modo, on oublie des spécificités du régime méditerranéen pour consommer une très grande diversité de produits végétaux. D'une part, donc diversité, variété, et ensuite, effectivement, on doit faire la chasse, c'est-à-dire à tout ce qui est produit transformé, mais c'est tout simple. Je veux dire, si on
ne plus acheter des aliments systématiquement sous emballage, par exemple. Déjà, si on évite cela, on va supprimer une partie des aliments artificiels. Si on ne consomme pas des jus de fruits ou des sodas, on va éviter. Bon, donc déjà, simplement se mettre dans la tête qu'il faut acheter des aliments aussi, comment dire, une grande diversité d'aliments, de crudités, enfin de tout ce qu'il faut pour faire un repas, et éviter tous ces produits qui sont devenus artificiels parce que transformés et mis sous emballage. Donc, il faut, et ça va dans le sens aussi de l'écologie, parce que fait-on? On a beau dire qu'on recycle tous ces emballages, c'est à la fois coûteux sur le plan énergétique et ça ne tient pas la route sur le plan nutritionnel. Voilà. Tu as mis une charte de la nutri-écologie. Tu Oui, as mis des règles. oui, oui, oui. C'est comme les 10 commandements. Oui, c'est ça, oui. Effectivement, tout le monde doit pouvoir trouver des conseils, je vais dire, utiles au niveau. D'abord, manger nous engage, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que on ne peut pas penser, on parle toujours du pouvoir d'achat, ça m'agace, on ne peut pas toujours penser à essayer de se nourrir avec le moins de sous possible. L'alimentation a une valeur et nos choix alimentaires doivent permettre de faire vivre les agriculteurs qui produisent ces aliments. Donc, on doit, par nos choix alimentaires, à la fois, j'allais dire, protéger un tissu paysan et également, j'allais dire, avoir des impacts positifs sur la réduction des gaz à effet de serre, sur le maintien de paysages, ainsi de suite. Donc, l'alimentation est au cœur, je veux dire, de la construction d'un monde meilleur. On ne parle que d'économie d'énergie, c'est nécessaire, mais parlons aussi du levier que constitue le mode alimentaire. Merci Christian, je vais faire une bifurcation sur le pain et sur ton livre, Sauvons le pain. Oui. C'est un mot fort, Sauvons le pain. Mais pourquoi tu voulais mettre en avant parce que c'est un produit phare de la nutri-écologie, avec ses qualités nutritionnelles, son impact sur le microbiote, comme tu l'as expliqué. Et pourquoi Sauvons le pain? Pourquoi ce terme? Sauvons le pain parce que, je veux dire, enfin, le pain commence à être sauvé un petit peu. Je veux dire, l'évolution, elle est notable. Parce qu'on revient de loin, on revient quasiment d'un monopole exclusif du pain blanc. Oui. À la fin des années 2000, il n'y avait réellement que du pain blanc dans l'offre alimentaire. Donc, il était nécessaire de sortir de cette situation parce que le pain blanc a une valeur alimentaire médiocre. Une valeur alimentaire médiocre parce qu'il est fait avec des dérives technologiques, trop de raffinage, trop de pétrissage, des ensemencements uniquement en levure, trop de sel, avec pour résultat un racinement rapide, un index glycémique qui est mauvais, donc des apports insuffisants de minéraux, de fibres, ainsi de suite. Donc, c'est pas tenable, c'est pas durable, c'est pas. Alors bien sûr, on peut avoir du plaisir à consommer une baguette de qualité au petit déjeuner, mais il ne s'agit pas de supprimer éventuellement des petits plaisirs. Il s'agit de dire que si on veut réellement disposer de pain, il ne faut pas s'en tenir j'allais dire, à la baguette, même de tradition, même de qualité. Donc, il faut aller vers des pains plus complets, des pains au levain et des pains qui nourrissent quasiment le consommateur. C'est-à-dire que des pains qui soient équilibrés sur le plan des protéines, sur le plan des fibres, sur le plan des micronutriments. Et ça veut dire qu'il faut sortir du pur blé
pour faire rentrer dans le pain une très grande diversité de graines. Donc, c'est ce que je voulais dire Dans le dans livre. mon livre sur le pain. D'ailleurs, le pain, depuis ses origines, au départ, n'a jamais été du pur blé. Au contraire, c'était fait avec des graines écrasées et Oui, fermentées. oui. Donc, c'est une sorte aussi de retour aux sources. Tu dis que tu t'es pas fait beaucoup d'amis en ayant cette Comment? vision. Tu dis au début dans ton livre Sauvons le pain que tu t'es pas fait beaucoup d'amis en ayant cette vision du pain parce que critiquer la Oui. baguette blanche, etc. Ah oui, beaucoup, oui, effectivement. Donc, je pensais que j'aurais éventuellement, que j'aurais soulevé davantage d'agressivité, suscité davantage d'agressivité. Non, je crois que les boulangers, depuis le temps que j'écris des articles pour eux, ont compris que mon intention, c'était d'améliorer, de leur donner des pistes pour améliorer les valeurs nutritionnelles du pain. Et moi vivant, je ne cesserai de le faire, d'essayer de leur aider à améliorer la valeur nutritionnelle du pain. Et ce livre-là donne beaucoup de pistes, Oui, beaucoup d'explications sur la voie qu'il faut prendre pour améliorer, pour aller vers des pains de haute valeur nutritionnelle. Voilà. Parce que c'est indispensable si on veut transmettre le pain. Le pain, on l'a reçu depuis des millénaires. Il nous a été donné. C'est un aliment intemporel, un aliment universel. Et on n'a pas d'autre choix que de le transmettre. Et avec la baguette blanche, on ne peut pas transmettre du pain. On transmet un produit anecdotique, mais ce n'est pas le produit nutritif dont on a besoin. Donc, il faut aller vers des pains de meilleure valeur nutritionnelle. C'est d'ailleurs tu parles, possible. oui. Et d'ailleurs tu parles d'une méthode Respectus Panis. Alors, sur les modes de planification, Oui, j'ai fait fort parce que j'ai dit aux ambassadeurs du pain, qui est une association des meilleurs ouvriers de France, arrêtez vos bêtises. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc, arrêtez d'utiliser des farines qui sont dopées avec du gluten, avec des enzymes. Arrêtez de faire marcher vos pétrins. Vous dépensez de l'énergie inutilement. Vous rendez la pâte insipide et ensuite il va falloir que vous mettiez beaucoup de sel pour oui. redonner du goût au pain. Arrêtez d'ensemencer aussi fortement. On n'est pas pressé. Le pain, il faut laisser du temps au temps, à la fermentation et à la maturation enzymatique de la pâte. Et pour cela, il faut mettre très peu de ferment pour pouvoir faire le processus à température ambiante. Donc, j'aurais demandé de tout changer. Euh, Au début, ils se sont un peu réunis à l'aparté pour voir si je ne leur racontais pas des conneries. Et puis, ils se sont rendus compte que finalement, c'était valable, ça marchait. Donc, ils ont eu la bonne idée, c'est la leur, d'intituler ce changement Respectus Panis, donc respect du pain, bravo. Ils ont trouvé un joli nom et ça aide un peu les boulangers à dire voilà, ben, moi je fais du Respectus Panis. De rattacher, les uns et les autres se rattachent à une évolution, à un changement des habitudes de planification. Que penses-tu j'allais dire du levain? Enfin, parce qu'on ne retrouve pas beaucoup de pain avec du levain. Alors moi, dans le sud, tu vois, on a du pain au levain, fait avec de la farine, de l'eau et du levain naturel. Mais tu as parlé de l'impact du levain sur le microbiote et son impact nourrissant, important, un prébiotique. Le pain est un prébiotique. Alors, Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait tous consommer du levain et arrêter la levure? non, rester à la levure, ça c'est. Donc, chacun son territoire. La levure est acceptable pour une farine blanche. Mais comme la farine blanche a peu d'intérêt nutritionnel, on va dire que la levure devrait être marginale en planification, alors qu'elle est majoritaire. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, dès qu'on passe vers des types de farine de meilleure valeur, on doit passer au levain, parce que le levain est indispensable à l'amélioration de la digestibilité des éléments de la farine, l'acide phytique, les protéines, ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que les boulangers
beaucoup de boulangers ne savaient pas faire sans rajouter un peu de levure à leur levain. Oui. Si bien qu'à la fin, on ne sait pas trop si c'est du pain au levain ou si ce n'est pas la levure qu'il a emporté sur le levain. Le premier problème, c'est ça. Ensuite, effectivement, il existe, par exemple, en bio ou chez des paysans boulangers, des pains qui sont réellement faits au levain naturel, où ces pains ne voient jamais de levure, et donc sont des pains réellement absolument très digestes, très intéressants. Alors, le microbiote du levain est extraordinaire, parce qu'il fait une première digestion de la pâte. Les oiseaux, par exemple, ils ont un jabot, ils mangent des graines, et dans le jabot, il y a des fermentations, ça dure 24 heures, et donc les graines subissent une première fermentation avant d'être digérées ensuite dans l'intestin et dans le côlon. L'intérêt du microbiote du levain, c'est de faire une prédigestion des ingrédients de la farine. Donc c'est très intéressant parce que ça améliore la digestibilité du produit. Alors il se développe une flore très importante de bactéries lactiques, et ces bactéries lactiques par contre sont tuées à la cuisson. Et ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas du tout d'effet, qu'elle ne soit pas du tout reconnue par l'immunité intestinale. Et tu as raison, il pourrait y avoir, si on le voulait, si on faisait le nécessaire, une distribution de levain naturel Oui. conditionné à boire, parce que là, on a réellement les vraies bactéries qui sont importantes, intéressantes pour le microbiote intestinal. Alors, demain ou après-demain, peut-être qu'enfin, du levain sera disponible comme probiotique. Voilà. C'est fou quand même qu'on ait. Mais on peut le faire à titre individuel. Hein. On peut le faire. Mais c'est fou quand même qu'on ait mis plus d'importance, par exemple, à certains produits laitiers. Comment? C'est fou qu'on ait mis plus d'importance à des produits laitiers, parfois. Oui, parce que les produits laitiers, il faut comprendre que les produits laitiers, ce n'est pas le milieu du gros intestin. Ils fonctionnent surtout avec des produits végétaux, pas avec des produits animaux. Et donc, les probiotiques des produits laitiers, ils sont adaptés au lait, ils ne sont pas adaptés au territoire du côlon. Le territoire du côlon, il reçoit des fibres, des fruits, des légumes secs, des céréales, il reçoit tout ce qui est matrice alimentaire. Et on comprend bien que le microbiote du levain est beaucoup plus adapté aux fermentations intestinales qu'un microbiote laitier. Or, les produits laitiers ont fait leur beurre, si je peux m'exprimer, avec cette idée de microbiote, de probiotique pour l'intestin. Ce qui est tout à fait, je vais dire, une sorte de marketing un peu éhonté. Voilà. Comment? Parce que tu dis que des fois, dans les boulangeries, il y a un brouillage de cartes. On ne sait pas réellement si, comme tu dis, si le pain il a été fait à base de base de levure et puis on a rajouté un liquide de levain pour le levain liquide pour la sécurité. Ça serait un boulanger à faire ça. Le boulanger pourrait distribuer, mieux vendre son pain et vendre un petit pot de levain pour que la mère de famille le mélange avec du yaourt ou avec un dessert pour faire consommer ces probiotiques. Bien sûr que c'est tout à fait faisable. Mais je crois qu'on va s'y lancer. Mais il faut ouvrir une boutique. Hein? Il faut ouvrir une boutique, Christian. Oui, non, mais à mon âge, je ne le ferai pas. Mais par contre, je peux être écouté. Mais c'est vrai que dans mon livre, je n'ai pas pensé à exhorter les boulangers à vendre même aux clients des petits pots de levain pour mettre dans le repas. De même que dans un repas, on met de la levure, ou des germes de blé ou des graines. Combien de personnes mettent un certain nombre d'ingrédients, de graines, de germes, dans leur salade, dans leur dessert, ainsi de suite. Mais jusqu'ici, on n'a pas popularisé cette idée d'utiliser du levain pour accompagner un repas et pour enrichir le tube digestif
en probiotiques. En fait, on a fait tellement d'amalgame entre le. Moi, je suis très content je suis très content de te connaître et j'essaierai de vulgariser tes propos, en tout cas du mieux que je peux. Et je pense que les gens fortement qui sont intéressés parce qu'on a tellement diabolisé, tu sais, les glucides aujourd'hui, qu'on a diabolisé la matrice, en fait, qui est le pain, avec toutes ses propriétés, comme le levain, les prébiotiques, etc. On s'est retrouvé avec des régimes soi-disant de longévité, il faudrait voir les méta-analyses, qui conseillent d'arrêter complètement le pain parce que c'est devenu un produit toxique dans certains régimes diététiciens. C'est ce qu'ils enseignent dans Oui, les voilà. écoles, Christian. Oui, on a diabolisé le pain. Ben, on va dire que le pain, enfin, la boulangerie a cherché des bâtons pour se faire battre, en mettant à ce point l'accent sur le pain blanc, qui a tellement de défauts. Effectivement, ça a conduit certains à diaboliser le pain. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas diabolisé des jus de fruits, des sodas, pourquoi on n'a pas diabolisé des biscuits, pourquoi on n'a pas diabolisé mais plein d'aliments qui méritaient davantage Bien sûr, d'être bien sûr. diabolisés que le pain. Même si le pain blanc a des défauts, euh, il est quand même un aliment plus naturel que bien d'autres aliments de l'industrie agroalimentaire. Il y a d'ailleurs une question que tu relèves dans le livre, c'est le gluten. L'histoire du gluten. Il n'y a pas un seul gluten, il y en a plusieurs. Alors, c'est pareil. Donc, nos contemporains ont des problèmes digestifs. Ce n'est pas étonnant. Ils ont une alimentation tellement artificielle et tellement transformée. Finalement, nos intestins ont été conditionnés pour digérer des matrices naturelles. Un intestin, c'est fait pour travailler. Si vous lui donnez que des aliments semi-digérés, des produits alimentaires totalement aseptisés, riches en calorides, à la fin, l'intestin, il devient, voilà, il n'est plus adapté, rien ne peut le perturber. Donc, nos contemporains se sont mis à avoir des intestins fragiles, et comme ils avaient des petits problèmes, il fallait rechercher un coupable. Oui, Ce coupable, ce fut le gluten. Et ceci dit, peut-être que les céréaliers ont été trop loin dans la sélection végétale et ont sélectionné des variétés euh, avec des forces boulangères trop élevées, avec des gluten trop viscoélastiques. Donc, effectivement, il peut y avoir des origines complexes. Mais enfin, le point majeur, c'est le mode alimentaire de nos contemporains qui se sont mis à consommer des produits trop raffinés, trop aseptisés, trop pauvres en matrice végétale. Et dans ces conditions, on ne peut pas garder un intestin, j'allais dire, costaud, un intestin résistant. On devient fragile. toi, tu parles en fait tu parles donc du docteur Signalé, tu le cites, tu parles de l'alimentation de la troisième médecine, et tu dis en fait que en fait, le fait d'avoir ce problème de gluten, ça cache un symptôme. C'est pas réellement une réaction du système immunitaire. Absolument, voilà, Ça c'est cache un ça. symptôme qui est l'intestin irritable, qui est autre chose en fait. Oui, oui. Donc, signaler se fait un succès facile en inventant une théorie, mais ça fait longtemps que l'homme s'adapte au changement. L'homme s'est adapté à toutes sortes d'alimentations, et je ne crois pas, moi, au fait que l'homme réagisse à la nouveauté d'une plante qui n'existait pas jusque-là, puisque le blé est le résultat d'une hybridation entre plusieurs graminées. Mais bon, ça c'est pas. Il en a fait toute une histoire. Il s'est inventé un conte, voilà. Ça ne tient pas la route. Tu dis, Christian, qu'il n'est pas souhaitable de mettre pour les légumineuses pas plus de 10% dans le pain pour les légumineuses. Oui, parce que nos contemporains on peut, comment dire, dès on consomme un peu de légumineuses, les légumineuses, il y a des glucides particuliers qui émettent un peu de gaz. Et donc, ça n'a aucun problème, ça ne pose aucun problème, mais bon, on va dire que certaines personnes, surtout s'ils sont trop sédentaires, peuvent se sentir gênés
de faire des petits pets alors que ça n'a réellement aucune importance. Donc, mais pour éviter cet inconvénient, je n'en ai pas parlé dans mon livre, mais pour éviter cet inconvénient, effectivement, je dis qu'il est plus raisonnable de ne pas mettre trop de légumineuses dans le pain. Ceci dit, le simple fait d'en mettre 7 à 10% a un effet extraordinaire sur l'équilibre protéique du pain. En fait, parce que la qualité des protéines des légumineuses est totalement complémentaire de celle des céréales. C'est comme ça qu'on nourrit tous les animaux du monde entier. En fait, au lieu de recommander des probiotiques en poudre, on devrait recommander du pain dans les écoles de diète, dans les écoles de nutrition. On On devrait devrait recommander du recommander du pain. pain. Ouais, Hein? Du pain au levain de bonne qualité. On devrait recommander Bien ça au lieu sûr, des mais probiotiques en évidemment. poudre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, il y a tout à faire. Dans mon bouquin, j'indique aussi qu'il faudrait réellement que les pouvoirs publics aient une politique boulangère qui donne leur point de vue, que l'État français donne se prononce sur le pain, c'est-à-dire les améliorations possibles du pain. Mais les politiques ne se mêlent pas de cela. Ils sont toujours, caressent les lobbies dans le sens du poil. On ne sait jamais que ça décourage que ça mécontente quelques boulangers de se dire que le pain au levain, c'est mieux que le pain à la levure. Donc, on est dans un système où il n'y a pas suffisamment de connaissances et il n'y a pas suffisamment d'incitation à mieux faire. Et je crois que le but de la vie, enfin de ceux qui ont quelques connaissances, c'est d'essayer d'améliorer le monde. Et les politiques, si on a voté pour eux, c'est pour qu'ils essaient d'améliorer la vie des gens. Et pour ça, il ne faut pas caresser les consommateurs dans le sens du poil, il faut essayer d'améliorer réellement les produits qu'ils vont consommer, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas dans cette... En fait, tu dis que, j'ai adoré cette phrase, tu dis que dans une nutrition préventive, il n'y a pas d'une alimentation bonne pour le cœur, pour le cerveau. Tu dis que ça n'existe Oui, pas. voilà, exactement. En plus, ça fait partie du nutritionnisme où on nous a habitués qu'il fallait consommer du calcium pour les os, des antioxydants pour se protéger des oxydations cardiovasculaires. Donc, non, ça c'est complètement faux. Le corps a une santé globale. Effectivement, si on se porte bien dans sa tête et réciproquement, c'est en ayant, j'allais dire, une volonté de bien se porter que effectivement on va mieux. Donc l'alimentation nous aide à bien penser et le cerveau nous aide aussi à bien nous alimenter. Merci. En tout cas, c'est des mots qui sont très forts dans le livre. Et on voit l'approche globale. Et même, tu dis que le pain est très important dans la gestion du poids, de la santé, de la gestion du poids. Mais en fait, on a tellement une diabolisation de ça que pour la santé globale, pour la prévention, on a oublié tout ça, en fait, des vrais aliments, Oui, l'impact oui, de vrais aliments. oui. On s'est pas rendu compte que finalement l'homme a besoin d'assouvir une diversité alimentaire. Je pense que ça, il faut reconnaître que les humains, on a envie d'augmenter la palette de nos aliments. Mais pour cette diversité alimentaire, pour qu'elle soit possible, il faut que notre intestin puisse s'appuyer sur un aliment durable, que l'on consomme du premier âge jusqu'à la fin de la vie. Cet aliment durable et constant, c'est le pain, mais à condition qu'il exerce sa fonction, qu'il soit de qualité, qu'il ait suffisamment de fibres alimentaires, qu'il soit bien fermenté, bien cuit, ainsi de suite. Voilà. Donc le pain nous aide, sert d'aliment durable, de repère, et ce faisant, les hommes peuvent batifoler sur des aliments plus variés. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'aliments tels que le pain qui soient consommés à l'échelon d'une vie. Parce que tu dis que tu ne Tous crois les pas jours. Tous tu les crois jours pas. à plusieurs repas. Oui, parce que je dis, tu ne crois pas aussi à l'élevage intensif des produits laitiers. Ça, c'est ce que tu dis, tu n'y crois pas, en fait, cet Je ne élevage crois pas, intensif. hein.
à l'élevage intensif, tout ce qui est produits laitiers, élevage intensif. Oui, oui, bien sûr. On va dire qu'on s'est lancé dans plein d'artifices, plein d'artifices. On a expliqué aux parents que les enfants devaient manger beaucoup de protéines, en particulier de produits laitiers pour la croissance de l'enfant. Donc, c'était des arguments de nutritionnisme. En fait, les humains ont vécu longtemps. On a pour une croissance, on n'a pas besoin de faire appel à beaucoup de protéines animales, non, puisque la croissance humaine est tellement lente par rapport à la croissance animale, on comprend très bien que l'humain arrive toujours à trouver suffisamment de protéines pour sa croissance. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas avoir des calories vides, c'est-à-dire des aliments qui ont été vidés de tous leurs éléments nutritionnels. Voilà. Donc, je ne sais pas où on en était. En fait, j'ai bien aimé la. En fait, je ne sais pas si ce livre s'adresse aux boulangers, s'adresse aux consommateurs. En vrai, il s'adresse à tout le monde, aux enfants, aux institutions, aux boulangers. Tu mets une charte du pain où tu dis qu'il y Oui, a, il y a une, par exemple, tu parles de 150 grammes par jour de pain par oui, personne. Tu dis que c'est bon pour le microbiote. Tu dis qu'il faut emmener le pain blanc, qu'il faut dans les écoles. Et en fait, oui. c'est lutter indirectement contre Big Pharma, contre Big Food. En fait, on lutte contre Voilà. Big Food là, en faisant ça. Oui. La charte du pain m'a paru une évidence. J'aurais pu le développer davantage. C'est-à-dire, c'est l'idée du fait qu'on ait reçu le pain et que manger nous engage. C'est-à-dire que si on ne consomme pas le pain, si on continue à réduire notre consommation de pain, petit à petit, on ne transmettra pas aux générations futures le pain. Or, il me semble que c'est un aliment qu'on a reçu et qu'il faut le transmettre. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à le consommer. Et pour le consommer, il faut qu'il soit bon pour la santé, il faut qu'il soit bon pour l'environnement, il faut qu'il soit bon pour notre microbiote intestinal. Donc, il faut faire le nécessaire, puisqu'on a les connaissances scientifiques, pour adapter le pain et pour faire du pain un aliment, je veux dire, durable. Voilà. En Donc fait, c'est possible, c'est sur cette voie-là qu'il faut prendre. Mais j'aurais certes besoin d'une part d'avoir beaucoup de lecteurs qui lisent mon livre, mais j'aurais aussi besoin d'avoir l'aide, je vais dire, d'une politique oui. à ce sujet. Et je vois bien que pour l'instant, la politique, c'est caresser les boulangers dans le sens du poil, ce qui n'est pas suffisant. En fait, le pain, comme tu dis, c'est le renfort de la nutriécologie, c'est le renfort de notre quasi-survie au niveau alimentation. Parce que, tu sais, Oui, dans les écoles aujourd'hui, Christian, on apprend et ça, Anthony Fardet peut le dire, parce il a intervenu dans les écoles aussi, il a fait de la prévention, et tu le connais très bien. Aujourd'hui, dans les écoles, on apprend que le Nutella, c'est un aliment. On ne sait même plus ce que c'est réellement une tomate. On ne sait même pas la couleur de la tomate. Il y a des enfants qui ne savent même pas ce que c'est un melon ou une pastèque. mais oui. Donc il y a réellement, comment dire, tout à faire pour expliquer, je veux dire, l'essentialité d'un produit. Et s'il y a un aliment qui existe et qui a fait ses preuves, c'est bien le pain. Donc, c'est difficile d'avoir fait davantage ses preuves que le pain. Donc, les hommes, il ne faut pas oublier qu'ils étaient mal partis parce que il y avait des graines dans la nature et ils ne savaient pas les consommer. Le jour où ils ont appris à écraser ces graines et à les laisser fermenter, puis à les faire cuire, ça leur a donné, j'allais dire, une possibilité extraordinaire de développement. Sans le pain, c'est pas sûr, enfin, c'est même certain qu'on ne serait pas là en train de se parler. Donc le pain a Euh, été une occasion, un levier En tout de cas, les progrès. recettes de pain que tu as mis à la fin de ton livre, sur le pain de Oui, campagne, etc., oui. il faudrait que je les teste. Elles sont très belles. Et on voit en fait la passion. En fait, on voit ton parcours, on voit ta passion que tu as vécue tout au long de tes expériences. C'est pas simplement un chercheur qui parle, c'est un passionné aussi. C'est exact. Je dirais même que j'ai pu remonter dans mon enfance pour certaines rattacher cette passion à une émotion forte que j'ai reçue dans l'enfance. Mais enfin, ça, c'est peu. J'ai eu le plaisir de le raconter.
Et c'est vrai que la plupart des nutritionnistes, des chercheurs, ils sont contents d'avoir des publications scientifiques et ça leur suffit. Et moi, j'ai eu besoin d'autre chose. J'ai eu besoin aussi de me rendre utile, d'œuvrer pour la cause du pain, alors que c'était purement gratuit. Je n'avais aucun intérêt de carrière et je n'ai aucun intérêt tout court euh, à m'occuper de pain. C'est uniquement, c'est-à-dire pour la satisfaction de le faire. Bon, en tout cas, merci Christian pour ces livres, ces informations. En tout cas, moi, je te On se connaissais reverra pas. peut-être. Hein. Ouais, je vulgariserai en tout cas, après on laissera les questions-réponses. J'essaierai de vulgariser à ma manière, enfin tes Voilà. idées, si je fais des erreurs, je te poserai la question de savoir est-ce que j'ai bien vulgarisé. En tout cas, j'ai Voilà. fait une publication sur le pain avec l'association qu'on a, parce que ça me semblait évident. Et je pense que maintenant, on travaille avec des diététiciens, on travaille avec des nutritionnistes, on a des chercheurs, on a des médecins. Moi, comme on parle de certaines pathologies qui sont présentes à cause de l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup de régimes où on enlève le pain, on diabolise les glucides, les protéines, les lipides, alors qu'on diabolise tous les aliments. On oublie, comme tu dis, le potentiel santé des aliments, comme la présidente Denis Fardet, la matrice alimentaire. Ce sont des mots qui sont forts. Et je pense qu'il n'y a pas assez de vulgarisation aujourd'hui. Comme tu dis, les gens sont somnambules, sont des drones qui sont concentrés dans une seule chose qui est la dopamine sur le court terme. En fait, si tu veux, ils vivent le moment présent sans forcément penser au futur. Et en tout cas, moi, je m'engage en fait à vulgariser ce que tu fais, à faire connaître en fait ta parole, comme je m'étais engagé de prévoir, de vulgariser la santé ou la nutrition. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés parce qu'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans questions-réponses. Comme ça, je peux les poser à Christian. En tout cas, son livre, il est très bien. Il est là. Il y a la nutri-écologie. Moi, j'ai le coup de cœur pour la nutri-écologie. Il y a d'autres livres. Je sais que j'avais découvert en bibliothèque ton premier, je ne sais pas si c'est le premier en 88 sur les calories, mais en tout cas, on te connaissait en fait, Christian. On savait, on savait qui tu étais, quoi. Tu vois, même si on n'avait pas en cours. Hélas, je déplore à l'école et de ne pas avoir lu tes livres à l'école, d'apprendre à l'école, de faire des recherches à l'école, disserter à l'école. Il n'y avait pas, tu sais, au bac, il n'y avait pas écrit le pain au levain et le pain à la levure. Il n'y avait pas ça en fait. D'accord. Et merci de ce retour. Elle me dit, Lenka, si vous connaissez, alors merci beaucoup ce partage, si vous connaissez, que dites-vous du mou de pain, qui est du pain fermenté et utilisé comme boisson probiotique? Le mou de pain, du mou de pain qui est du Euh, pain fermenté. qui c'est qui. Il y a une personne qui. Si je connais. Non, Bon, en fait, on pose la question de savoir, Christian, est-ce que vous connaissez du mou du pain? C'est du pain fermenté qui est oui. utilisé comme boisson probiotique. Non, non, je suis pas au courant de cela, mais je peux comprendre que c'est valable. Voilà. D'accord. N'hésitez pas si vous avez des questions à le poser. Ah oui, alors il y a le TOEIC Anthony. Alors je pourrais activer si vous voulez le vocal. Le TOEIC Anthony qui dit: que pensez-vous du pain Camut, farine Corazan? Oui, dans le Corazon, c'est un blé qui est très riche en protéines, très très riche en protéines, extrêmement, je vais dire, une grande valeur nutritionnelle. Donc c'est un peu analogue au blé dur, c'est effectivement, ça donne un excellent pain. De même que le petit épeautre. Le petit épeautre, c'est l'ancêtre du blé, c'est merveilleux en tant que pain, merveilleux. Agathe, bon, elle dit quelle différence significative présente entre pain au levain et pain à la levure boulangère. Je pense il a un peu expliqué, hein, Christian. Le pain au levain, l'intérêt du pain au levain, c'est que ça assure une prédigestion des éléments de la farine, en particulier l'acide phytique, pour rendre biodisponibles les minéraux. Ça amorce un peu la digestion du gluten. Bon, ça, c'est réellement, il faut voir ça comme une prédigestion, le levain. Ce que ne fait pas la levure, c'est un effet bicarbonate, c'est-à-dire ça produit du CO2, puis c'est tout. N'hésitez pas à poser vos questions sur questions-réponses parce que j'ai le chat vous voyez, vous ne pouvez pas répondre sur le chat si vous avez des questions. Euh, En fait, oui, par exemple, dans le livre de Christian, dans Pain au levain, Sauvons le pain, il n'y a pas de diabolisation du gluten parce qu'il dit en fait clairement, Non, 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 j'explique que c'est voilà, plutôt nos contemporains qu'il faut qu'ils fassent un peu attention à leur nourriture. Ce faisant,
s'ils ont une nourriture diversifiée, équilibrée en produits végétaux, ils vont résoudre leurs problèmes de gluten. Et en plus, s'ils consomment du vrai pain au levain. Oui. Donc, n'hésitez pas. Ah oui, donc le TOEIC Anthony qui dit c'est bien le gluten moderne. Le souci, en fait, ben, le souci, en fait, c'est un effet secondaire. En fait, ce n'est pas la consommation de gluten qui pose problème, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans Oui, votre voilà, organisme. c'est pas réellement le problème. Donc, cette hypersensibilité au gluten a été un effet de mode incroyable. Ça donne des dérives extraordinaires avec des pains sans gluten faits avec Oui. qui deviennent des aliments ultra transformés. C'est pas raisonnable. On n'est pas sur la bonne voie. La bonne Si vous voie, consommez, c'est voilà, si vous consommez du bon pain, comme il le absolument. préconise, Oui, oui, oui. voilà, il Oui. n'y aura pas de problème. Et si vous avez un problème, c'est peut-être le fait qu'en fait, votre microbiote n'est plus du tout adapté, ou il y a eu un problème, un effet Voilà. secondaire, Oui, et qu'il faut oui. le renforcer. Il faut le renforcer. Et ça peut prendre un peu de temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on change un microbiote. Il Mais faut. c'est là où c'est important d'avoir des Oui, conseils nutritionnels oui, et un consensus qui doit changer, en fait. oui, Parce que c'est vraiment une vision holistique. C'est vraiment s'occuper de la cause du problème et non simplement les symptômes. Et absolument. d'ailleurs, il y a Myriam qui dit bonsoir. Avez-vous un avis sur la farine de maïs qui est définitivement hybridée? Définitivement, C'est ce qu'elle dit. Ouais. Est-ce que tu as une question Est-ce que tu as un avis dessus sur la farine de maïs qui, elle dit la farine de maïs, définitivement. elle peut être utilisée dans le pain, mais il faut lui faire subir un traitement comme on le fait en Amérique du Sud, ça s'appelle une nixtamalisation. C'est-à-dire qu'on prend du maïs, on ne prend pas la farine de maïs, on prend du maïs et on lui fait subir à ce maïs un traitement à l'eau chaude avec des cendres ou de la chaux. Donc, ça permet d'éliminer la pellicule et puis de transformer un peu de rendre biodisponibles certains éléments du grain. Donc, du coup, on peut incorporer dans le pain 10-20% de maïs. Mais en soi, le pain, la farine de maïs, c'est pour faire des galettes. C'est pas réellement pour faire du pain un peu levé. Les Portugais consomment beaucoup de pain au maïs, mais avec du seigle, parce que le seigle a des propriétés viscoélastiques, a beaucoup de fibres solubles qui compensent l'absence de toute propriété favorable à la levée de la pâte du maïs. Ok, super. Irina Hulak qui dit bonsoir. Est-ce qu'on peut manger du pain au levain pendant le régime antihistaminique? Pendant Le régime antihistaminique. En fait, tu sais, l'histamine, c'est une réaction inflammatoire. Mais ah, en fait, je pense que les gens confondent le fait qu'ils développent un problème au niveau, tu sais, de leur métabolisme, en fait, hormonal ou au oui, niveau tolérance. Et donc, du coup, le pain, c'est pas lui le problème, en fait. C'est le corps qui a un voilà, problème. C'est pas vraiment le pain. Le pain, il ne va rien voilà. faire. Et donc, la question, c'était est-ce qu'on peut manger le pain dans un régime antihistaminique? Si vous avez de l'histamine qui est développée, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Par contre, ce n'est pas le pain au levain, c'est votre corps qui est déréglé. Et je Mhm. pense qu'il y a tellement, tu sais, les personnes ont tellement des perturbations. Alors avec l'alimentation qui est vide, hein, parce que, comme tu dis, il faut une chaîne alimentaire durable, c'est très important. Et on ne consomme pas l'aliment de sa genèse jusqu'à la fin. On ne sait même pas d'où il vient. Alors comme tu dis, c'est du bio, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Donc c'est peut-être ça qui fragilise aussi les métabolismes. Mhm. Mais De toute façon, il faut voir un mode alimentaire comme quelque chose de global. Il n'y a pas un seul aliment, c'est un ensemble d'aliments que l'on consomme quotidiennement et pour obtenir un équilibre global. Voilà. Donc, on ne va pas se soigner avec du pain ou bien je sais pas, supprimer le pain pour se guérir, c'est pas ni l'un ni l'autre. Le pain est quelque chose de constant qui peut aider le microbiote intestinal, qui fournit des éléments intéressants pour satisfaire nos besoins nutritionnels, mais ce n'est ni un médicament, ni, j'allais dire, ni le responsable de tous nos maux. Quand même, le pain
blanc et très riche en sel. Et une consommation élevée de pain blanc riche en sel peut participer à favoriser l'hypertension. Donc là aussi, il faut faire très attention. Alors, vous parlez des huiles végétales pendant la conférence. Que pensez-vous de l'huile de cameline ou de lin ou même d'avocat? Que pensez des huiles telles de cameline, de lin ou d'avocat? Faudrait-il, la base, c'est déjà, est-ce qu'on cultive de l'avocat à côté déjà, Bon, si on veut faire du local? l'huile d'avocat, je ne connais pas. De lin, je sais qu'elle est très, très, très riche en acide linolénique, en oméga 3. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est on se fait soi-même, on achète son bouteillou d'huile de lin et par exemple de l'huile de tournesol et on rajoute un peu d'huile de lin dans l'huile de tournesol et on a de cette façon une huile équilibrée. Donc, il y a certaines huiles qui sont intéressantes parce que pour leur richesse extrêmement importante en oméga 3, donc il ne faut pas les consommer, je vais dire, en abondance, elles peuvent servir à améliorer la qualité d'une huile de base. En fait, comme l'a dit, on a donné l'exemple du régime méditerranéen. Comme l'a dit Christian, il ne faut pas se focaliser sur Oui, une seule ville. Voilà, il faut se focaliser sur la production locale, c'est ce qui est autour de vous, c'est très important. Et donc, l'avocat, si vous n'avez pas autour, peut-être que voilà, il faut choisir sur produit de saison, comme dans la règle des 3 V d'Anthony Fardet. Il y a vraiment, en fait, je pense que il y a des éléments qui sont bien. Vous avez des cerveaux de noix qui sont très bien. Vous avez des cerveaux de noix, vous avez d'autres aliments oui, qui contiennent des oméga oui, 3. Il n'y a pas que de bien l'huile de sûr, lin. bien sûr. Donc, c'est Oui, important de voir tout ce qu'il y a aussi autour de vous. Et en fait, je pense qu'il faut pas, comme disait Christian ou Anthony Fardet, peu importe, il ne faut pas voir l'aliment comme simplement des chaînes de carbone ou un nutriment. C'est vraiment tout un art, en fait. Un aliment, c'est une matrice. Et oui, je pense qu'avec on a la chance en France d'avoir des chercheurs, des gens qui se sont battus. On a Edgar Morin, on a Anthony Fardet, on a Christian Levy, on a énormément de personnes qui se sont battues pour la santé préventive. Sauf qu'en France, en fait, il y a toujours il y a toujours ce débat en fait entre la France où qu'est-ce qui est bon ou mauvais? C'est ça en gros, c'est le code binaire. C'est ça qu'il faut en France en fait. Mais il n'y a pas vraiment de code binaire en fait. C'est un tout l'alimentation comme le dit et il n'y a pas d'une alimentation pour le cœur, c'est oui, global. c'est que bah, Euh, alors Lenka qui dit, vous disiez que le pain était fait auparavant à partir de la céréale écrasée et fermentée. Pouvez-vous en dire plus sur la préparation du pain d'antan? oui, bah, justement, j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que le pain d'antan, c'était plutôt des galettes. C'est-à-dire que donc, les procédés de mouture étaient assez élémentaires, c'était avec la meule de pierre. Donc, on arrivait un petit peu à enlever des enveloppes, mais relativement peu. On avait des farines bises, des farines assez complètes. Et donc, le levain aidait beaucoup à améliorer la biodisponibilité des minéraux, la digestibilité des éléments du pain. Donc, grosso modo, si vous voulez, maintenant, on est tellement habitué à un pain levé que s'il fallait consommer du pain de ce type, on dirait, oh là là, que c'est dur, que c'est. Certains diraient que c'est indigeste, alors que c'est faux. Simplement, le pain d'antan n'était pas aéré comme il est maintenant. Alors, il y en a une autre qui dit, je pense qu'il vaudrait mieux varier les pains de différentes farines, blé, semoule, avoine, et ne pas se contenter que d'une seule recette. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il faudrait varier, Christian, ou est-ce qu'il faudrait se contenter d'une seule recette? Non, pas nécessairement une seule recette, je suis d'accord, évidemment. Je comprends très bien qu'il faut varier, mais il faut sortir du pur blé. C'est-à-dire, il faut le blé, parce qu'il a un gluten très viscoélastique, permet de faire du pain relativement levé, même si on met 10 à 15% de graines diverses. Voilà. Donc, c'est l'intérêt j'allais dire, du blé moderne, c'est de pouvoir lever, faire du pain relativement aéré, malgré qu'on utilise beaucoup de graines, parce que les graines, habituellement, ça a un effet pénalisant sur la levée du pain.
Donc, si on met beaucoup de légumes secs, beaucoup d'autres graines d'avoine, de sarrasin, de quinoa, de tout ce que vous voudrez, de chia, d'amarante, bon, il y en a beaucoup. Toutes ces graines qui donnent bon goût au pain, malgré tout, pénalisent la levée du pain. Grâce au gluten des blés modernes, on réussit à avoir un pain relativement levé, qui contient malgré tout beaucoup de graines. Donc, c'est un résultat intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter la question parce que ça, on va finir. Ça fait déjà 1 heure et demie. En tout cas, si vous avez des questions, peut-être n'hésitez pas à les poser. Je pourrais les envoyer à Christian ou on essaiera d'y répondre. Moi, je mettrai la vidéo, j'enverrai la vidéo je t'enverrai la vidéo, Christian, pour que tu puisses la voir aussi. Je la mettrai sur YouTube et j'en mettrai un extrait sur Instagram aussi pour vulgariser. Je pense que c'est vraiment important d'utiliser les connaissances qui ont été étudiées par des personnes qui ont donné toute leur vie pour ça, hein. Il y a des gens Et qui oui. le font encore C'est le résultat maintenant. que j'ai vu parce que je ne suis pas très jeune, j'ai 79 ans. Voilà. En tout cas, tu es en bonne santé grâce au pain. J'espère quand même durer encore un certain temps. Mais on l'espère aussi. Mais en tout cas, je pense que voilà, il faut vraiment que vous faisiez de la prévention, comme il l'a dit Christian. Ah, il m'a dit voilà, le truc quand dit je vais acheter votre livre sur le pain dès maintenant et je continue de vous suivre de très près avec Ossine. Bon, ben super. Ben, je suis très content en fait. N'hésitez pas à l'acheter. En tout cas, la nutri-écologie, le pain, il y a d'autres livres qui ont été faits, hein, par Christian. Moi, c'est ce que j'ai lu. Alors, je n'ai pas eu le temps de tout lire. Je vais me mettre dessus. Il y a plein de choses que je loupe. Et j'ai appris plein de choses, notamment avec Anthony Fardet, avec Christian, avec Edgar Morin, avec des gens qui s'occupent plutôt de la cause du problème et non de diaboliser des matrices alimentaires qui ont depuis des centaines d'années. Et je pense qu'aujourd'hui, tu sais, on est arrivé tellement avec la biologie a avancé, la biochimie a avancé, on est arrivé, tu sais, à analyser des cellules, à voir les acides gras essentiels, ce qui se passe dans les cellules, mais en fait, on a oublié de bien manger. Tu vois, par exemple, il manque du zinc, on donne du zinc. Il manque un protéine, on a de la poudre. Alors qu'on devrait simplement consommer des aliments, en fait, de vrais aliments. Absolument. Et il y a une pyramide alimentaire qui a été faite, il y a une règle, il parle de tout ce qui est éco-végétarien, à peu près 15% de produits animaux, le reste en végétaux, notamment pour la nutrition, pour nous, pour l'environnement et pour l'écologie. Et je pense que ça doit être enseigné dès le plus jeune âge, en fait. C'est dès les petites classes. Et donc, si vous êtes diététicien, il y a des médecins qui sont là, il y a un médecin qui est là, il y a un diététicien. Si vous êtes là, intervenez dans les écoles, faites de la prévention, prenez les chartes qui ont été écrites par Christian Rémézy. La méthodologie, il y a d'autres méthodologies, hein, comme SIGA, comme la règle des 3V. Vulgariser, peut-être vulgariser pour le grand public. Un pain, vous choisissez des pains, prenez 2 pains différents, on essaye de voir quelles sont leurs différences organoleptiques, quelles sont leurs différences visuelles, comment c'est fait. Ça peut être intéressant de faire des ateliers comme ça, c'est très important. En tout cas, voilà. Merci Voilà. Christian Bon, d'avoir accepté l'invitation. merci aussi, et merci à ceux qui ont voulu Je t'enverrai la vidéo en tout cas. Oui, Et voilà, moi, je pense qu'il faut absolument te mettre en avant. Et donc, achetez le bouquin si vous ne connaissez pas Christian. Et il y a une sacrée histoire. Je pense que les recommandations, cette recommandation, vous les avez entendues, mais ça vient de lui. Et en tout cas, on est là pour soutenir tout le monde. Et elle me dit, Benzia, il y a du boulot. Et tout le d'accord. monde me dit, bon, très intéressant. Merci. En tout cas, merci à vous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager vos avis. Merci Merci. Christian. À bientôt. À bientôt. Merci, Oui, merci à tout le monde. Merci Anthony. au revoir.